L'Occident, ces 35 dernières années, ne laisse pas les peuples décider de leur sort, mais les livre toujours aux communistes. Est-ce qu'on a permis au Vietnam du Sud de disposer de lui-même? Non, l'Occident et Kissinger ont trahi le Vietnam. Et tous de s'écrier comme c'est bien. Et le New York Times publie une grande photo d'un Vietnamien tranquille et satisfait. Enfin, c'est la paix. On les a bâillonnés. Ils sont obligés de s'échapper par la mer au risque de couler ou d'être mangés par les requins. Et c'est bien, tout le monde est content. Amis auditeurs de Radio Lorraine-Enragé, ravi de vous retrouver pour cette émission placée sous le signe de la littérature, une littérature slave, une littérature russe, car je suis en compagnie d'Éric Picard. Bonjour Monsieur Picard. Bonjour. Éric Picard, vous êtes agrégé d'histoire et spécialiste d'Alexandre Solzhenitsyn, et c'est l'auteur dont nous allons parler aujourd'hui. Première question assez simple. Pourquoi, Monsieur Picard, vous êtes-vous intéressé à Alexandre Solzhenitsyn? Alors, je ne suis pas un spécialiste d'Alexandre Solzhenitsyn. Je cite le spécialiste mondialement reconnu qui s'appelle Georges Nivin, qui a énormément écrit sur Solzhenitsyn. Je suis un lecteur de Solzhenitsyn depuis 1974, depuis la publication de l'Archipel du Goulag. Et étant professeur d'histoire, Solzhenitsyn a accompagné pendant des dizaines d'années mes enseignements sur le communisme, sur l'URSS, sur la compréhension du monde, et je lui dois beaucoup, je lui dois énormément. J'ai la chance aujourd'hui d'être en retraite, et donc j'anime régulièrement ce qu'on appelle des nuits de l'histoire, c'est-à-dire que je prends un thème que je traite de 20h30 à 8h30 du matin avec des étudiants ou des lycéens et des adultes volontaires, et j'ai décidé l'année dernière, donc en 2018, pour le 100e anniversaire de la naissance de Solzhenitsyn et pour le 10e anniversaire de sa mort, de lui consacrer une nuit de l'histoire avec des lycéens. Donc on a pendant 12 heures parlé de Solzhenitsyn. Donc ça a supposé de ma part de lire plusieurs milliers de pages. Évidemment, l'œuvre de Solzhenitsyn fait 15 000 pages au moins. C'est conséquent. Alors on trouve toujours des inédits, donc je n'ai pas tout lu, je l'avoue bien humblement, mais j'en ai suffisamment lu pour oser répondre à vos questions. Donc on a fait une nuit d'histoire qui a eu un certain succès, et à l'ICES, à La Roche-sur-Yon où j'enseigne, on m'a demandé de faire cela. Alors là, il y avait 300 personnes. J'ai pu inviter des spécialistes de Solzhenitsyn, des gens qui l'ont connu, des gens avec lesquels j'ai énormément échangé pour préparer ça, et effectivement, à la fois des spécialistes, des traducteurs, des gens qui ont connu Solzhenitsyn, notamment à l'ambassade de France à Moscou, avant l'expulsion de Solzhenitsyn en 1974, puis après, pour assurer la liaison entre la résistance, on va dire, spirituelle de Solzhenitsyn et les gens restés au pays. Donc j'ai eu la chance de rencontrer toutes sortes de gens, et à la suite de quoi, avec Philippe Maxence de l'Homme Nouveau, nous avons décidé de faire un hors-série qui est paru et toujours disponible sur le site de l'Homme Nouveau, un hors-série, un double, donc 132 pages sur Alexandre Solzhenitsyn, dont j'ai été le maître d'œuvre, dont j'ai écrit un certain nombre d'articles, j'ai fait l'édito, et donc ça veut dire à peu près 18 mois de travail intense en compagnie de Solzhenitsyn, et c'est vraiment quelque chose de merveilleux, parce qu'à la fois lire Solzhenitsyn et puis discuter avec des gens qui ont connu Solzhenitsyn, avec des universitaires qui connaissent mieux Solzhenitsyn que moi et qui m'ont aidé de leurs conseils, qui parfois au téléphone me traduisaient des ouvrages du russe, soit de Solzhenitsyn lui-même, soit de gens qui ont écrit sur Solzhenitsyn. Donc une formidable aventure, et évidemment si j'ai accepté de répondre à vos questions, parce que je souhaiterais que vos auditeurs se lancent dans la lecture de Solzhenitsyn. Ils peuvent commencer par ce hors-série de l'Homme Nouveau, parce qu'en 130 pages, je dirais presque qu'on résume 15 000 pages, mais bon, c'est un petit peu mal dit, mais c'est une bonne introduction historique, ça situe bien le cadre, le personnage, et c'est une invitation et une incitation à entrer dans cette œuvre magnifique de Solzhenitsyn. Donc vous entendez, chers auditeurs, nous avons quand même affaire à un amateur éclairé de la question. Et passionné. ce qui compte énormément. En tout cas, j'aime beaucoup votre incipit, puisque
Moi-même, chers auditeurs, bien évidemment, j'ai préparé mon émission car je suis un journaliste sérieux, mais je dois l'avouer, je n'ai jamais lu Solzhenitsyn. En tout cas, j'aimerais donner une citation de cet auteur avant de démarrer, que j'aime beaucoup, parce que, bien évidemment, comme beaucoup de gens de mon âge qui ont une trentaine d'années, ce qu'on retient surtout de Solzhenitsyn, c'est l'écrivain dissident, et donc qui dit dissidence dit Est contre Ouest ou Ouest contre Est, etc. Mais dès lors où on se penche sur le cas de Solzhenitsyn, on se rend compte que ça va bien au-delà de cela. Il a une citation que j'aime bien et que je vais vous donner maintenant. « Je n'ai pas combattu le communisme au nom des idées libérales, mais au nom de la dignité humaine ». Ce qui prouve bien que Solzhenitsyn se place bien au-dessus du fameux combat droite-gauche, est-ouest. Alexandre Solzhenitsyn, dès son enfance, est assez mal vu par ses origines sociales, si je ne me trompe pas, du côté maternel, car il reçoit notamment un enseignement religieux et il est également orphelin de père. Est-ce que je me trompe lorsque je dis que tout ce bain familial va énormément jouer pour lui? Alors, Solzhenitsyn lui-même remarquait qu'il est né le 11 décembre 1918, c'est-à-dire au tout début de la révolution bolchevique, comme on l'appelle, c'est-à-dire au début du communisme de guerre provoqué par Lénine à cause de ses mesures de terreur. Je rappelle que les premiers camps de concentration sont ouverts en septembre 1918 en Russie soviétique. Il est un enfant de la Révolution. Et effectivement, ses origines. Alors, on remarque aussi qu'il n'a pas connu son père, parce que son père est mort pendant la grossesse de sa mère. Et c'était quand même le drame de sa vie de ne pas connaître son père, mais en même temps, il a eu une mère absolument extraordinaire qui ne s'est pas remariée parce qu'elle s'est consacrée tout entière à son fils, et oserais-je dire qu'elle en est morte. Et de fait, vous avez raison de souligner qu'il a eu beaucoup d'ennuis, d'abord à cause des origines sociales de ses parents. Parce que ses parents, quand ils se sont mariés, c'est une très belle histoire d'amour, ils étaient étudiants. Évidemment, des étudiants, normalement, ça étudie, et ce sont des gens qui réfléchissent. Et donc, aux yeux de Lénine et du régime soviétique, ce sont des gens dangereux. Si vous ajoutez à cela que dans la famille de son père et de sa mère, on est d'origine paysanne, les paysans sont évidemment les bêtes à abattre pour Lénine, puisque ce sont des gens qui sont attachés à la propriété privée, qui la désirent, et puis ce sont des gens qui sont dans un réalisme tel que les mots de l'idéologie, que le discours abstrait de l'intellectuel, notamment qu'est Lénine, qui n'a jamais travaillé de sa vie, c'est effectivement un discours qui ne prend pas. Donc il est suspect, effectivement, ce qui fait qu'il va avoir une enfance extrêmement difficile, et vous ajoutiez à juste titre qu'il a reçu une éducation religieuse, c'est-à-dire son premier souvenir à l'âge de 3 ans. Il le raconte plusieurs fois, il est à un office avec sa mère, et les bolcheviks entrent dans l'église, interrompent l'office, on est en 1921, et pillent l'église, détruisent l'église. Ça l'a marqué à vie. Bien sûr, ça m'a. Il a eu, quand il était écolier, également des ennuis parce qu'il portait une petite croix. Ses camarades ont organisé un procès contre lui. Oui, on se croirait dans certaines écoles, à certains moments de l'histoire de la République française, la Troisième République, au moins. Et on lui fait un procès, voilà. Et on lui arrache sa croix. Donc, et il va aussi à l'école, effectivement, perdre la foi. Il va devenir, sous le coup de l'enseignement, de l'endoctrinement marxiste-léniniste, il le dit lui-même, athée et marxiste, et même, d'une certaine manière, marxiste fanatique. Il croit à la Révolution. Quand la Deuxième Guerre mondiale éclate en juin 1941, il est persuadé, selon le discours officiel, que grâce à la Seconde Guerre mondiale, l'Europe tout entière, au moins, va devenir communiste. Lénine avait dit, grâce à la Première Guerre mondiale, la Russie est devenue communiste, et les gens autour de Staline, et Staline lui-même, étaient persuadés que grâce à la Seconde Guerre mondiale, l'Europe entière allait devenir communiste. Donc il part la fleur au fusil, si j'ose dire, pour la cause du communisme. Il était très attaché à l'idée d'homme nouveau. J'avais noté ça. C'est-à-dire que, et c'est assez intéressant de noter que finalement, quelqu'un qui a reçu un enseignement religieux va, à un moment de sa vie, durant son adolescence, et puis il va également subir tout le bain intellectuel de son époque, et devenir, oui, finalement, un communiste convaincu, quoi. Absolument, voilà. L'avenir, c'est le communisme. Alors, il a quand même un peu d'esprit critique, parce qu'il a une vocation d'écrivain très très jeune. À 9-10 ans, il lit Tolstoï, et c'est l'écrivain qui le marque véritablement.
vous l'avez dit vous-même, c'est un très grand écrivain, c'est aussi un penseur, mais c'est surtout un écrivain. Il a eu le prix Nobel de littérature en 70, et pas pour l'Archipel du Goulag qui a été publié en 73-74. Il a une œuvre littéraire magnifique, et il veut être une sorte de nouveau Tolstoï. Donc il écrit énormément. En 1934, si ma mémoire est bonne, il a 16 ans, il annonce la publication de ses œuvres complètes. Vous voyez, 1934, il est mort en 2008, 74 ans plus tard. Et il écrit, il fait un petit métier de journaliste avec ses camarades, c'est tout à fait sympathique, il a peu de lecteurs, mais il est très convaincu, il lit énormément, il lit la Pravda, et il a un peu d'esprit critique. Il trouve certaines choses bizarres, vous voyez, dans la Pravda, comme quoi le bon sens peut venir à bout de l'idéologie. Il trouve curieux certains récits dans la Pravda, et surtout, et on le rappelait au début tout à l'heure, à cause de ses origines familiales. Il y avait deux, et je vous le dis parce que ça marque la totalité de son œuvre, il y a le récit familial de sa mère, de ses tantes, parce que les hommes ont été rapidement massacrés, même si ses tantes finiront par mourir aussi, et sa mère également pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est intéressant parce que si on parle de ce Solzhenitsyn d'aujourd'hui, tout le monde l'a compris, c'est parce que ça nous parle aujourd'hui, en 2019. Il y a ce qu'il entend dans sa famille, l'histoire familiale, puis il y a l'histoire officielle. C'est pas la même sur la Révolution. Et donc il cherche à comprendre, c'est pour ça qu'il décide, dès l'âge de 18 ans, d'écrire l'histoire de la Révolution. Et ça va l'occuper pendant 18 ans, ça fait 1936, il arrêtera en 1989, 53 ans, c'est son œuvre magistrale inachevée qui fait 6600 pages, La Roue Rouge. Ça va le porter. Alors effectivement, on va en parler aussi, il va en 1945 aller au Goulag, et donc il va aussi à ce moment-là essayer de comprendre la révolution bolchevique à travers, dit-il, les barreaux du Goulag. Il dit c'est un point de vue intéressant. Et donc il va lier, donc tout son cheminement intellectuel est là, il va lier la révolution au Goulag. La cause, la conséquence. Et donc, les deux sont imbriqués et ça donne ces deux œuvres magistrales, en volume au moins, L'Archipel du Goulag, 1800 pages en 3 volumes, et je le disais tout à l'heure, La Roue Rouge, dont il n'a écrit que 4 nœuds sur 20, mais ça fait quand même 6600 pages, et La Roue Rouge, c'est effectivement cet essai de compréhension de ce qui est arrivé à la Russie. Initialement, il essaye de penser octobre 17, ce que certains continuent d'appeler la révolution d'octobre et qu'il convient d'appeler le coup d'État bolchevique organisé par Lénine, Trotsky et des bandes militaires. Il essaie de comprendre l'arrivée au pouvoir de Lénine et en fait il se rend compte, en travaillant, que c'est en février 1917, lors de la vraie révolution, qui chasse Nicolas II, cependant que Lénine est à Zurich, Trotsky aux États-Unis et Staline en Sibérie, donc les bolcheviks n'y jouent aucun rôle. Et il se rend compte que c'est cette révolution, vous avez prononcé le mot tout à l'heure, libérale, qui véritablement a détruit la Russie et ouvre la voie à Lénine. Finalement, et Lénine le disait lui-même, il a ramassé le pouvoir comme on cueille un fruit qui est parfaitement mûr, il suffit juste de le toucher pour qu'il tombe dans la main. C'était, disait Lénine, prendre le pouvoir aussi facile que de soulever une plume. Donc effectivement, Solzhenitsyn arrive, alors c'est une partie de son œuvre qui n'est pas forcément la plus intéressante, parce que c'est son œuvre historique. Mais il y a ce projet qu'il porte en lui, et tout s'ordonne autour de ce projet, de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi, parce que c'est aussi l'histoire de sa famille, l'histoire de sa mère, l'histoire de ses tantes, et c'est aussi, parce que c'est son amour principal, il l'a dit lui-même, je n'ai jamais écrit que sur la Russie. Et ce que je trouve remarquable d'ailleurs, c'est que moi qui me suis un petit peu intéressé à la littérature russe, je trouve que Alexandre Solzhenitsyn sa vie est un personnage de littérature russe. Et en plus, il faut quand même le rappeler, on va évidemment parler un peu plus de la littérature, mais avant j'aimerais aussi qu'on parle de son comportement exemplaire durant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand bien même il ait des idées sur lesquelles il va revenir, c'est quelqu'un qui va aller au bout de ses idées, c'est-à-dire qu'il va avoir un comportement exemplaire durant la Seconde Guerre mondiale, il va être médaillé, il va au bout de ses idées, il incarne ses idées. Il a hâte d'aller sur le front, il fait des pieds et des mains pour aller sur le front, il ira en tant qu'officier d'artillerie où il mettra en valeur ses compétences scientifiques, car il a fait des études scientifiques extrêmement brillantes en mathématiques, en physique, en acoustique en particulier, c'est ce qu'il fera sur le front. Quand vous disiez exemplaire, j'étais un tout petit peu choqué, parce que Solzhenitsyn lui-même reviendra sur son comportement humain à l'égard de ses subordonnés, qu'il trouve détestable, parce qu'il s'est comporté effectivement comme le vrai révolutionnaire. Il était chargé de l'idéologie dans son unité. Et donc il éprouvait un certain mépris pour un certain nombre de gens qui étaient sous ses ordres
et il les traitait véritablement comme de la valetaille. Donc, exemplaire du point de vue de l'armée rouge. Du point de vue militaire, du point de vue de l'armée rouge, du point de vue de l'idéologie, je suis d'accord. Du point de vue humain, il était imbuvable. Il le dira lui-même, vraiment imbuvable. Et après la Seconde Guerre mondiale, les ennuis commencent, si je puis dire, parce qu'il est condamné en 1945 pour activité contre-révolutionnaire, car il est pris la main dans le sac, entre guillemets, parce qu'il critique Staline dans une correspondance pourtant privée. Mais bon, est-ce que Avec les un de privés ses amis de possibles l'université de du Rostov. soviétique. Alors on est à la fin de la guerre. Il est convoqué le 9 février 1945. Vous voyez, on n'est pas encore à la fin de la guerre. C'est mai 1945. Il ne verra pas, lui, la défaite de l'Allemagne. Il l'entendra du fond de sa cellule. Et effectivement, vous avez raison, il échangeait naïvement. Voilà, c'est la jeunesse, hein, la naïveté. On peut être naïf pendant très longtemps. Il échangeait avec un de ses amis et il se permettait des commentaires sur Staline qu'il critiquait sur sa conduite de la guerre, qu'il appelait le caïd, avec son ami, officier aussi, et surtout, ils envisageaient pour, après la victoire, un renouveau du socialisme. Il est toujours à fond marxiste, et il est plus marxiste-léniniste que Staline. Donc il voudrait un renouveau, et donc il critique Staline en disant qu'il n'est pas assez marxiste-léniniste. Vous voyez où il est. Mais il y a critique, surtout qu'il veut, ensuite, ils ont écrit à deux, ils sont deux, hein, dans une résolution numéro 1 où ils projettent cela après la guerre. Donc ça ressemble à un complot, activité anti-soviétique. Il est arrêté par les services secrets de l'armée, il ne sait pas ce qui lui arrive. Il raconte la scène de l'arrestation au début de l'archipel de Goulag. C'est à la fois tendre, ironique, et c'est éclatant de vitalité. Et puis voilà, donc la machine se met en route. Il est condamné à 8 ans de camp, donc du 9 février 1945. Et vous voyez encore une fois, sourire de l'histoire, il sort le 9 février 1953, c'est-à-dire 4 semaines avant la mort de Staline. Donc c'est pas la mort de Staline qui a permis la libération de Solzhenitsyn, c'est tout simplement l'application rigide du règlement. 8 ans, 9 février. Oui, voilà. La retourne pour tout le monde. Non, ce qui fait qu'il a pu bien fêter la mort de Staline. Avec ses camarades anciens zèques comme lui, ils ont fêté la mort de Staline, et Solzhenitsyn disait le seul personnage que j'ai jamais haï de ma vie, c'est Staline. Et par sa critique de Staline, qu'est-ce qu'il critiquait les lourdeurs et la pesanteur du système soviétique, ou il était même plus, on va dire, plus idéologiquement proche d'un Trotsky, par exemple? Alors, bon, plus proche d'un Trotsky, il n'est pas idéologue, mais vous le disiez tout à l'heure, il rêve de l'homme nouveau, il veut que ça aille plus vite. D'accord. Voilà. Et là, alors là c'est génial, parce que il est véritablement marxiste-léniniste, mais l'expérience de Solzhenitsyn a été partagée par des centaines de milliers de militants qui, du jour au lendemain, de militants fanatiques qu'ils étaient, se sont retrouvés au goulag. En 1936, lors des grands procès de Moscou, y compris des Français, enfin, j'ai eu la chance d'en connaître, des Français qui avaient été condamnés en 1936, qui s'étaient retrouvés au goulag quand on était sortis dans les 70-80. Et là, ils ne savent pas ce qui leur arrive, et là, leur univers s'écroule. Et il doit se reconstruire complètement. Vous voyez, on est en 1945, il a 27 ans, et il faut se reconstruire, et dans des conditions de vie qui, pour lui, sont terribles, parce que c'est quand même l'enfermement, la compagnie des droits communs, etc. C'est Goulag. Et justement, puisque vous parlez du Goulag, il est temps de parler de sa première œuvre, entre guillemets, enfin, si je ne me trompe pas, je pense que c'est sa première, qui est une journée d'Ivan Denisovitch. Voilà, une journée d'Ivan Denisovitch. Voilà. J'écorche pas trop. Alors, c'est la première œuvre publiée. Voilà. Parce que, publiée en octobre 1962, il écrit au Goulag. Alors, il écrit, et là, faut le dire, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, il écrit tout le temps dans sa tête. Voilà. Il rédige dans sa tête tout le temps, et pour pouvoir apprendre par cœur, il met en vers. Donc, il écrit, je donne un chiffre, parce que c'est le chiffre qu'il donne, 12 000 vers. D'accord. Et à la fin de son Goulag, en 1952, il ne pas d'un cancer, parce que la vie du Goulag, c'est pas marrant, on va y revenir, il met une semaine par mois à se réciter par cœur, à mémoriser, à se réciter par cœur tout ce qu'il a écrit, pour ne pas perdre. Et quand il sortira en 53 et quand il sera réhabilité en 56, 57, il va tout déverser par écrit, 12 000 vers d'un coup. Donc il a appris par cœur ce qu'il va écrire. Il n'a pas le droit d'écrire. Il n'a pas le droit d'avoir de papier, il n'a pas le droit d'avoir de crayon. Et donc il y a un processus de composition, de mémorisation, d'exercice de la mémoire
absolument fabuleux. D'une certaine manière, il a que ça à faire au goulag, parce que le corps est occupé, votre esprit est libre. Le paradoxe du goulag, c'est le seul endroit où on est libre. Parce que quand vous êtes à l'extérieur du goulag, vous avez peur d'aller au goulag. Quand vous y êtes, vous y êtes. D'où le titre dans l'archipel du goulag. On ne commande jamais assez cette idée d'archipel du goulag. L'archipel, c'est les îles. Et autour, c'est l'eau. Ce qui veut dire que la vraie réalité soviétique, ce sont les camps du goulag. Et le reste de l'URSS, c'est les eaux du mensonge, de l'injustice, de la violence, où vivent les gens. La Pravda qui dit la vérité, mais bon, le mensonge communiste, il l'a dénoncé. Le communisme promet le paradis et il réalise l'enfer. Bon. Et effectivement, c'est cela l'énorme différence entre la réalité et l'idéologie. Et donc, effectivement, il mémorise. Alors, c'est à la fois de la poésie, c'est une réflexion sur son attitude en juin 41 quand il a fait la guerre, sur son expérience du goulag. Il écoute beaucoup les autres aussi. Et il se sert, c'est génial, il se sert d'un chapelet en mie de pain. Alors, il y avait des catholiques qui étaient au goulag avec lui, notamment des lettons, qui se fabriquaient des chapelets en mie de pain durci, etc., pour réciter le chapelet. Et il les avait repérés. Et il s'était dit, alors il n'est pas chrétien à l'époque, pour mémoriser, génial. Il a demandé au letton de lui faire un chapelet avec 10 dizaines, avec des formes différentes, si bien que rien qu'avec ses doigts, ah oui, il joint la pensée mémorisante avec les doigts, avec ses doigts, pour se rappeler, pour se réciter. Il touchait son chapelet et il se récitait ça. Et donc, d'une certaine manière, il plane au goulag à certains moments. Parce que quand il fait la queue, des moyens mémotechniques aussi poussés. Quand il fait la queue, on fait plusieurs fois la queue, parce qu'il y a plusieurs appels, vous êtes dans le froid, et lui, il se récite ses trucs. Donc, il sent plus rien, il le dit lui-même. Il vit d'une autre vie, il découvre la vie de l'esprit, tout simplement. J'ai vu également, il expliquait dans des interviews données dans les années 70 à Bernard Pivot qu'il écrivait sur des tout petits bouts de papier, ou en tout cas de façon minuscule, et c'est à peine lisible. Voilà. Tout à fait. Alors ça, c'était ses brouillons. Voilà, c'était ses brouillons. Parce que là aussi, Solzhenitsyn est un perfectionniste. Toute sa vie, il relira ses œuvres. Et on parlait de l'archipel du Goulag. Il y en a plusieurs éditions, plusieurs versions, en russe et en français. Et même à la fin de sa vie, Solzhenitsyn a considéré que 3 volumes, 1800 pages, c'est énorme. Et il y a une édition abrégée, par lui et par sa femme, qui est toujours vivante, qui était au Salon du Livre en 2018, consacrée à la Russie, Natalia Solzhenitsyn, qui a subi d'ailleurs un camouflet du président Macron, dont elle s'est expliquée dans un article un peu fulgurant et percutant du Figaro. Natalia Solzhenitsyn l'a aidé à faire une édition abrégée en 800 pages. Mais ce n'est pas une édition abrégée comme on fait des abrégés aujourd'hui de Zola ou de Montaigne. C'est une édition abrégée par Solzhenitsyn lui-même, c'est-à-dire que ça correspond parfaitement à ce qu'il voulait dire. Donc c'est quelqu'un qui travaille, qui reprend ses textes, qui les corrige. C'est absolument fabuleux. On va reparler de l'archipel du Goulag, mais est-ce que, puisque Une journée d'Ivan Denisovitch est sa première œuvre publiée, est-ce que c'est une bonne introduction pour les gens, par exemple, qui n'ont pas lu Solzhenitsyn ? C'est une question qu'on me pose souvent. Par quoi on commence ? Moi, je conseille vraiment Une journée d'Ivan Denisovitch. Et alors, il faut prendre les traductions récentes. Moi, j'en ai acheté une, justement, pour préparer tout ce travail sur Solzhenitsyn, en livre de poche, c'est pour quelques euros. C'est remarquable, parce qu'en plus, maintenant, il y a des notes, et c'est une traduction qui donne aux Russes toute sa saveur, parce qu'effectivement, il utilise l'argot des camps. Et c'est sublime, parce que c'est une langue très simple, des gens du peuple. Ivan Denisovitch, c'est un mec qui n'a pas fait d'études, c'est un brave gars, c'est quelqu'un de tout simple, et c'est quelqu'un qui, justement, on prononçait le moteur de dignité, c'est quelqu'un qui sauve sa dignité malgré tout, alors qu'il s'habitue à peu, qui s'habitue à ne pas regarder dans l'assiette du voisin, à avoir peu de désir, à faire peu confiance, évidemment, parce qu'on est aussi au milieu du droit commun, les gens s'entretuent dans le goulag, c'est le principe même du système soviétique, comme du système nazi d'ailleurs, de provoquer la division entre les détenus. C'est une excellente introduction. Alors, c'est une journée ordinaire, il ne se passe rien d'extraordinaire dans cette journée, il n'y a rien de saignant, si j'ose dire. Il y a l'appel le matin, ça va de l'appel du matin, enfin du réveil du matin, de l'appel du matin, le travail, le retour le soir, et puis l'extinction des feux. Mais alors il faut lire ça lentement,
faut apprécier, parce qu'en même temps, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'humour. Hein, ça se termine par « Et telle fut la journée ordinaire », je cite à peu près de mémoire, d'Ivan Denisovitch. De ces journées, il y en eut 3653. Évidemment, la dose habituelle, on est condamné à 10 ans. Hein, 3653, 3 à cause des années bissextiles. C'est toujours l'humour. Solzhenitsyn a beaucoup d'humour, malgré tout. Donc alors, surtout qu'en plus, ce livre a une histoire. Il a été publié en URSS en octobre 1962, parce que bon, je vous le disais tout à l'heure, Solzhenitsyn écrit 12 000 vers au Goulag. Il sort du Goulag en 53, on ne raconte pas trop les péripéties, mais de 53 à 58, 59, à la fois il recrache, si j'ose dire, tout ce qu'il a écrit au Goulag, puis il continue d'écrire ses expériences du Goulag. Il a plusieurs expériences du Goulag. Le premier cercle, le pavillon des cancéreux, c'est des œuvres monumentales qui font plusieurs centaines de pages chacune. Mais c'est un écrivain de génie qui n'a pas de lecteur. Oui. Et il a un gros coup de blues parce qu'il se dit, mais toute mon œuvre, là, ça sert à quoi? Et, tout ça pour ça. Oui, tout ça pour ça. Vous écrivez des milliers de pages et puis vous n'avez pas de public. Oui, vous travaillez bien vos émissions. Alors, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vous écoutent, mais c'est que vous apprenez que voilà, nous souhaitons que vous ayez le maximum d'auditeurs, bien sûr. Et lui, il a sa femme, il a quelques amis des anciens zèques, et voilà. Et il va profiter, et ça c'est génial chez lui, il profite des circonstances. Staline est mort en 53. Khrouchtchev engage en février 56 un processus de déstalinisation. On va critiquer Staline. Finalement, Khrouchtchev... Le régime s'assouplit, quoi. Le régime, alors s'assouplit un tout petit peu. Avec des guillemets. Ouais, avec des guillemets. Solzhenitsyn n'a pas confiance, donc il continue de mener une vie clandestine. Il a une double vie, en permanence. Officiel, il est prof, et puis officieusement, la nuit, il écrit, et il cache tout ce qu'il écrit. Enfin bon, il dissimule parce qu'il n'a pas confiance dans le régime, mais il y a une toute petite fenêtre de tir, comme on le dirait aujourd'hui, une toute petite ouverture. Et Khrouchtchev va se servir de lui pour régler ses comptes avec Staline, notamment en 61, où Khrouchtchev relance la déstalinisation et il demande à l'Union des écrivains d'aller dans le même sens. Et à l'Union des écrivains, il y a quand même des écrivains soviétiques. Alors, vous savez, les écrivains soviétiques, c'est comme les musiciens soviétiques. Hein. Pensez à Shostakovich, pensez à Prokofiev. C'est des gens qui sont de merveilleux musiciens, qui servent le régime. Ils sont quand même un peu schizophrènes. Il faut être très clair. Et Tvardovsky, qui est un grand écrivain soviétique, est contacté par des proches de Solzhenitsyn qui lui remettent le manuscrit d'une journée d'Ivan Denisovitch. Et Tvardovsky dit « j'ai jamais rien lu de tel ». Et Tvardovsky, d'une certaine manière, mais comme beaucoup d'autres en lisant une journée d'Ivan Denisovitch, vont être convertis. Je marquais un temps de silence qu'il y a Pierre Dex, communiste, qui préface la première version française d'une journée d'Ivan Denisovitch en 1963, et qui est enthousiaste au point qu'il va devenir un sectateur de Solzhenitsyn, donc il va abandonner le Parti communiste. Et Tvardovsky a les yeux ouverts par cette prose toute simple, toute limpide, avec des accents poétiques, et il dit c'est génial, et il convainc Khrouchtchev qu'on peut utiliser ça. Une partie du Parti communiste est très réticente parce qu'ils ont pigé que c'est une bombe. C'est une bombe à retardement, c'est même pas une bombe à retardement, c'est une bombe tout court. Mais Khrouchtchev impose. Alors ça sort donc en octobre 62. En Russie soviétique, c'est un succès énorme, c'est plusieurs millions d'exemplaires. Ensuite, c'est traduit dans toutes les langues du monde. C'est éditorialement, avant la publication de l'Archipel du Goulag en 73-74, le livre le plus traduit dans le monde. C'est un des livres qui vaudra à Solzhenitsyn le prix Nobel de littérature en 1970. Donc il y a une histoire, et effectivement, donc là il y a une fenêtre pour lui qui s'ouvre en 62 où il devient un écrivain officiel. Il aurait pu être un écrivain officiel. Moins de 10 ans après la mort de Staline, quand même. Moins de 10 ans après la mort de Staline. Donc, il a une voiture, il a une datcha, il est invité au Kremlin, il reçoit une avance pour une journée d'Ivan Denisovitch. Il le dit lui-même, la petite avance qu'on lui fait, c'est l'avance qu'on donne aux auteurs de livres, c'est l'équivalent de 3 années de salaire de prof. Donc il aurait pu être tenté par le pouvoir, par la richesse, par la célébrité. Il fait très attention, il veut sauver son âme et surtout, il veut rester fidèle à lui-même et rester fidèle à la vérité. Donc il fait très très attention et il a d'autant plus raison que dans le parti, il y a quand même des gens qui ont compris que ce que raconte Solzhenitsyn renverse en grande partie quand même le régime soviétique
Parce que la distinction que nous faisons entre le léninisme et le stalinisme, les soviétiques ne la font pas. Ça, c'est le discours idéologique de Khrouchtchev, c'est le discours idéologique des officiels communistes. Et de fait, quand Khrouchtchev est renversé en octobre 1964, Solzhenitsyn commence à avoir des ennuis. Ses œuvres sont retirées, parce qu'il a publié d'autres choses dans Novimir, la maison de Matriona, par exemple, ou Pour le bien de la cause. Il y a des récits qui sont relativement courts, qui font une centaine de pages, qui sont absolument merveilleux. Il écrit des poèmes en prose également. Effectivement, à partir de 1964, il commence à avoir des ennuis, parce qu'effectivement, la portée subversive d'une journée d'Ivan Denisovitch, évidemment, ça va trop loin. Et justement, il aurait pu s'installer, puisque finalement, il était un peu bien vu par le régime, mais malgré tout, l'œuvre est là. Et finalement, le régime, donc, c'est ce qu'on va appeler le début de la dissidence pour lui. Parce que là, le régime le met de côté, paraissent le pavillon des cancéreux, premier cercle, vous l'avez dit. Alors qu'ils paraissent à l'étranger. Ils paraissent à l'étranger, voilà. Donc il est toujours sur un espèce de double, malgré jeu. Lui, à l'étranger, malgré lui quand même, voilà, ça paraît, parce qu'il réussit à faire passer à l'Ouest un certain nombre de manuscrits en russe, et il y a des malfaisants qui vont se faire du fric avec ses œuvres, surtout qu'à partir de 1970, il est prix Nobel. Et puis, il y a une diffusion, surtout la plus importante, c'est en samizdat, c'est-à-dire de manière clandestine en URSS. Donc, il y a tout un réseau de gens qui vont reproduire ses œuvres et diffuser ses œuvres sous le manteau. C'est ça la dissidence. Et dans ce sillage-là, il va y avoir un certain nombre d'écrivains, de physiciens, de scientifiques qui vont eux aussi écrire des textes, alors qui sont plus des essais politiques ou historiques, pour contester le régime. Et effectivement, quand ces gens-là sont attrapés, c'est le goulag. Et arrive l'archipel du Goulag, qui est là, on arrive au summum de son œuvre dissident. Alors, effectivement, l'archipel du Goulag, c'est intéressant parce qu'il y pense depuis qu'il est au Goulag. Mais il ne peut pas écrire une histoire de l'archipel du Goulag parce qu'il n'a pas de documentation. Sauf qu'en 1962, quand il publie Une journée d'Ivan Denisovitch, il reçoit des centaines, des milliers de lettres d'anciens déportés qui lui racontent leur vie. Lui-même va aller en rencontrer, discuter, il prend des notes, il interroge, il va passer beaucoup de temps. Et là, tout à coup, il estime qu'il a les moyens d'écrire une histoire du Goulag. Voilà. Il a suffisamment de matière. Il sait très bien que ce n'est pas exhaustif, mais comme il dit de lui-même, pour connaître le goût de l'eau de mer, une gorgée suffit. On n'a pas besoin de boire toute la mer pour savoir que c'est pas bon. Pour savoir que ça dépend, pour savoir qu'elle est salée. Bon, voilà. Oui, donc ça, et c'est ça le génie de l'artiste, c'est qu'à partir d'une centaine de témoignages, il va écrire cette œuvre monumentale qu'il considère ne pas être sienne. Il dit c'est un immense cri collectif. Ce n'est pas mon œuvre, c'est notre œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, il faut le dire, parce qu'on fait souvent de Solzhenitsyn quelqu'un qui plane, etc. C'est la raison pour laquelle il décide, dès la publication de l'archipel du Goulag en décembre 1973 en russe à Paris, aux éditions Imca Press, puis en français, puis en anglais, puis dans toutes les langues du monde, que l'argent recueilli par la vente de l'archipel du Goulag sera dédié à un fonds social russe d'aide aux prisonniers. C'est-à-dire que tout l'argent va être utilisé, alors, il est expulsé en février 1974, va être utilisé pour aider les anciens zèques ou les familles des zèques. Et encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Natalia Solzhenitsyn, son épouse, gère ce fonds social russe qu'elle appelle la caisse de retraite des anciens prisonniers du Goulag, qu'on appelle les zèques, la caisse de retraite des zèques. Et donc, effectivement, il n'a pas touché un copec, c'est le cas de le dire, sur cette œuvre qui constitue quand même une grande partie de ses revenus de littérateur. Voilà. Il a dit, c'est pas moi, c'est eux, et c'est en hommage, et il est hors de question que je me fasse de l'argent avec ça. Puis c'est un travail qu'on pourrait dire aussi une sorte de témoignage journalistique aussi. Ah ben bien sûr, voilà. Et alors, les conditions d'écriture, c'est hallucinant parce qu'il mémorise, il mémorise et il s'isole parce qu'il est surveillé par le régime. Après 1964, il est très surveillé, donc il a des anciens copains zèques en Lettonie, il a un refuge letton. Il faut quand même raconter parce que c'est absolument hallucinant. Donc il y a un de ses amis lettons qui lui prête une espèce d'isba paumée au fin fond de la forêt. Donc il est tout seul, une cabane. Voilà, il fait -20, il passe 60 jours, il se lève à 1h du matin, il travaille jusqu'à 19h, donc 18 heures de travail, interrompu par des repas très frugaux et l'alimentation du bois, et casse son bois. Il se couche à 19h, il se lève à 1h. Il fait ça 2 hivers de suite, température moyenne -27, et à la fin, avec sa machine à écrire, il a écrit 1800 pages.
C'est comme ça que l'archipel du Goulag a été écrit en 2 fois 2 mois. C'est inspirant pour les gens qui ont oui, du mal à écrire. Oui, moi, j'en fais partie et je suis admiratif. Une journée d'Ivan Denisovitch, il l'écrit très rapidement aussi, mais il rumine, il médite, il compose dans sa tête et ensuite ça jaillit. Ça jaillit et il dit quand il dactylographie à -27, il dit que ses mains couraient malgré elle, tellement il était inspiré, tellement il revoyait les visages. Parce qu'il a écouté aussi au Goulag toutes sortes de gens, de récits. Et il compose ça, évidemment. Alors, il y a un peu de fiction, mais il y a surtout de la vérité historique. Et la fiction pour aider à la vérité historique, c'est un écrivain, ne l'oublions pas. Donc c'est absolument prodigieux. Donc après l'archipel du Goulag, cette fois c'est un dissident complet. Il est obligé de partir. C'est un exilé. Il est expulsé. Alors, le KGB, depuis 64, ne savait pas quoi faire avec lui. Vous voyez, c'est 64-74, pendant 10 ans, le KGB, dont Andropov, qui succédera à Brejnev et Tchernenko en 84, Andropov ne sait pas quoi en faire. Le KGB ne savait pas quoi en faire, parce qu'il est connu dans le monde entier depuis une journée d'Ivan Denisovitch en 62. On ne peut pas se débarrasser de lui. Il a le prix Nobel, alors... on ne peut pas le mettre en Sibérie, on ne peut pas le tuer, même si en 71 le KGB a fait une tentative d'attentat et essayé de le tuer. C'est un type encombrant et finalement le KGB considère, et d'une certaine manière à juste titre, ils avaient raison, que Solzhenitsyn serait moins dangereux en dehors du RSS qu'en URSS. En le mettant à l'extérieur, d'une part, on le coupe de ses sources vives, car Solzhenitsyn n'est heureux qu'en Russie. Je vous donne un exemple très simple. Jusque 1974, il écrit des petits poèmes en prose qu'on appelle des miniatures ou des miettes. Ce sont des bijoux, ça fait une demi-page. Chers auditeurs, ça vient d'être publié en livre de poche aussi. Procurez-vous ça, c'est magnifique. À consommer lentement, avec modération. Et tant qu'il est sur la terre russe, il écrit ça. Il va être en exil de 74 à 94, pendant 20 ans. Il sera incapable d'écrire une poésie, miniature, une miette. Il rentre en Russie en 94. Il réécrit à nouveau. Donc, il est coupé de la terre russe, et puis on peut le présenter comme un traître vendu à l'Occident, vendu à la CIA, qui se gave de l'argent de la CIA et du capitalisme. Et puis, Solzhenitsyn lui-même va être, vous le disiez aussi au début, il va être mal à l'aise dans le monde occidental, surtout aux États-Unis, surtout face à des journalistes. Il a un jour dit à des journalistes, parce qu'il était assez sanguin, n'est-ce pas? Il a dit aux journalistes, vous êtes pire que le KGB. Et d'une certaine manière, il a raison. Il avait raison. Donc, il ne se fait pas que des amis en Occident. Les discours américains sont extrêmement critiques à l'égard des États-Unis, de la société de consommation, du confort qui empêche le courage, qui empêche la liberté. Donc, effectivement, le KGB préfère l'expulser. Donc il passe à Zurich, il va également, en tout cas il va passer une partie de sa vie dans le Vermont aux États-Unis. À partir de 76, voilà. Et beaucoup de passages en France. Pour ceux qui sont intéressés par le passage de Solzhenitsyn en France, il y a des émissions de Bernard Pivot à l'époque. Qui existent en DVD, moi je les ai regardées plusieurs fois. On peut les trouver sur Internet. Vous trouvez ça sur Internet, c'est merveilleux parce que vous avez le visage de Solzhenitsyn, le sourire de Solzhenitsyn, la voix de Solzhenitsyn et le rayonnement, enfin, c'est prodigieux. Et on peut remercier Pivot, même si je vais vous raconter une toute petite anecdote, on peut remercier Pivot d'avoir consacré 5 émissions, dont 4 avec Solzhenitsyn, merveilleuses. Il allait le voir dans le Vermont, on voit Solzhenitsyn vivre dans le Vermont, puis il est retourné le voir en Russie. C'est merveilleux, même si quand Solzhenitsyn s'apprête en 93 à rentrer en Russie, il fait un petit pèlerinage en Europe, il va au Liechtenstein, on en reparlera peut-être, il va au Vatican, il vient en France et il va en Vendée en septembre 93. Et là, je peux vous dire, Pivot, dans l'émission on le voit bien, pivotique, et pour ma nuit d'histoire à l'ICES, j'ai essayé d'inviter Bernard Pivot à venir en Vendée parler de Solzhenitsyn. Ouais. Il n'est pas venu, je n'en dirai pas plus. N'en disons pas plus. Un peu frileux, c'est dommage. Alors, on parlait de la France, donc parlons de la France. Est-ce que justement Solzhenitsyn, qui, vous l'avez dit, a fait publier donc, en russe, mais en France, pour la première fois, l'archipel du Goulag, est-ce que Solzhenitsyn a un lien particulier avec notre pays? Il a une amitié, une admiration extrêmement forte pour la France. Il dit la France est ma deuxième patrie. C'est d'autant plus curieux que c'est une langue qu'il ne maîtrise pas. Il est diplômé d'allemand, diplômé d'anglais, mais il y a une admiration et une admiration réciproque. Solzhenitsyn n'a pas été bien compris aux États-Unis. Je pourrais vous en parler pendant des heures. En France, la réception de l'archipel du Goulag bouleverse le paysage politique français.
Honnêtement, Solzhenitsyn était très très heureux de voir les intellectuels français, ce qu'on appellera de nouveaux philosophes, Glucksmann, même BHL, quand il était jeune, réagir aussi positivement. Et il considère la France sa seconde patrie. Il aurait aimé s'installer en France, mais pour toutes sortes de raisons, ce n'était pas possible. Et donc, il est parti aux États-Unis. Vous l'avez évoqué, puisque là on parle de Solzhenitsyn et la France. On pourra éventuellement évoquer, oui, les critiques qu'il a pu avoir, notamment du Parti communiste. J'avais vu une interview de ce cher, comment s'appelle-t-il, Georges Marchais, qui disait non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, tout ça. Bon. Vous l'avez un peu évoqué, et ça, je veux absolument qu'on en parle. En 93, donc Solzhenitsyn prononce un discours à l'occasion de l'inauguration du mémorial de la Vendée, en Vendée. Et explique bien qu'il s'agit que la Révolution française s'est livrée, que les révolutionnaires français sont livrés en Vendée à un génocide. Et ça, en France, le dire, c'est toujours très compliqué, malgré des travaux historiques de Reynald Séchère et d'autres qui aujourd'hui font autorité, mais de la part d'un dissident soviétique, c'est toujours intéressant. Un dissident soviétique, prix Nobel de littérature, et c'était évident qu'en l'invitant au Luc-sur-Boulogne, je rappelle que la Roche-sur-Yon, où j'enseigne à l'ICES, est à quelques kilomètres des Luc-sur-Boulogne, dans un centre d'histoire de la Vendée. C'est sûr qu'en l'invitant là, c'était évident que ça allait faire grand bruit. Aucun officiel français ne s'est déplacé. D'ailleurs, lors des obsèques de Solzhenitsyn, en août 2008, il n'y a pas eu un officiel français, il y a juste 2 députés vendéens, Dominique Souchet qui a travaillé avec nous intensément dans ce numéro de l'Homme Nouveau, justement sur les questions françaises et vendéennes, et Philippe de Villiers qui y sont allés. Il y a juste Alain Decaux qui a eu le courage de venir et de réciter des textes, et textes lus par Jean Piat. Là aussi, il y a des DVD qui existent, magnifiques, où on voit les cérémonies, où on entend Solzhenitsyn faire ce magnifique discours, effectivement. Parce que le thème de la Vendée, c'est un thème médité longuement par Lénine, qui voulait faire comme les révolutionnaires français. Lénine voulait imiter Robespierre, et il lui faut des Vendées. Et effectivement, on parlait des paysans au début, l'écrasement des soulèvements paysans de Tambov, etc., les massacres de paysans, pour Lénine, sont éminemment comparables à ce qui s'est passé en Vendée. C'est des paysans qui luttaient pour leur terre, qui luttaient pour leur foi, et qui ont été exterminés par des régimes matérialistes et athées, effectivement. Donc effectivement, il y a une connivence extrêmement forte entre les Vendéens dans cette quête de leur mémoire et de leur histoire, et ce que venait leur dire Solzhenitsyn. Lui-même, d'ailleurs, se déclarait royaliste, d'après ce que j'ai vu. Alors attention, parce qu'on a prêté à Solzhenitsyn toutes sortes de positions politiques, admirateur de Pinochet, de Franco, royaliste, monarchiste, partisan du tsar. Donc ça fait partie de la légende. Ouais, si vous lisez ce qu'il écrit dans La Roue Rouge sur la Révolution de février, sur Nicolas II, Nicolas II est un incapable. Voilà. Oui. Non, c'est pas du tout des positions passéistes que sont celles de. Non, ça n'a rien à voir avec le royalisme. C'est plutôt du côté du peuple où se place Solzhenitsyn, des petites gens tout simplement. Donc pas royaliste, mais pour autant, là, lui, très vite qualifié de réactionnaire, parce que tout au long de sa vie, et plus la vie avance, plus il se déclare, en tout cas profondément chrétien, et explique que l'Occident, puisqu'il vit à partir des années 70 en Occident, déclare que l'autre côté du mur est face à une crise existentielle et spirituelle énorme. Bien sûr, Solzhenitsyn, soyons clairs, on a fait ça en 2018. Pourquoi ? Pour honorer Solzhenitsyn. Et je vous avoue avoir été abasourdi de voir qu'en France, on est à peu près les seuls à avoir fait quelque chose de cohérent sur Solzhenitsyn, d'important. Il y a eu un colloque à la Sorbonne, un peu officiel, mais qui manifestement n'a pas tenu les promesses qui étaient les siennes. Mais ça a été le grand silence radio. Mais Solzhenitsyn, vous n'imaginez pas, il cumule les tares. D'abord, il est russe. Actuellement, dès qu'on dit russe, c'est des méchants. Et son détail, Solzhenitsyn, il est patriote. Il est tellement patriote qu'il est anti-impérialiste. Quand il dit aux États-Unis, Solzhenitsyn critique les impérialismes, l'impérialisme anglais qui a colonisé, l'impérialisme français qui a colonisé, l'impérialisme américain qui a colonisé, l'impérialisme russe qui a colonisé, l'impérialisme soviétique qui a continué de coloniser. Sa patrie russe. Les Baltes, les Géorgiens, n'ont rien à faire avec nous, on leur donne leur liberté. Ce sont de belles patries aussi, c'est pas la mienne c'est la russe. Bon, alors il est un petit peu ambigu sur l'Ukraine parce que il est d'origine ukrainienne. Bon, on va pas parler de ça. Donc il est patriote. Et alors, patriote, intensément patriote, et un patriotisme renforcé par son retour à l'orthodoxie. Il est devenu
il est redevenu éminemment orthodoxe. Dans le Vermont à Cavendish, quand il se fait construire sa maison, il y a une chapelle avec l'iconostase orthodoxe, avec des icônes peintes par la femme de son éditeur français, Nikita Struve, dont la fille, Mélanie Struve, nous a aidé à faire ce numéro, et Mélanie Struve-Rakovitch, qui dirige la librairie des éditeurs réunis à Paris, qui édite la littérature russe. Il est dans l'orthodoxie. Vous imaginez forcément un fief réactionnaire. Ah oui. En tout cas, on le note bien dans ce que j'ai pu lire de Solzhenitsyn pour préparer l'émission, qui est son discours à Harvard qu'il a donné le 8 juin 1978, intitulé « Le déclin du courage ». Il faut quand même... C'est absolument fabuleux, puisqu'en quelques paragraphes, il annonce tellement de choses. On est à la fin des années 70. Solzhenitsyn dit énormément de choses. Je suis obligé d'en citer quelques mots. Allez-y. Alors, et pourtant, dans les jeunes démocraties, comme la démocratie américaine naissante, tous les droits de l'homme individuel reposaient sur la croyance que l'homme est une créature de Dieu. C'est-à-dire que la liberté était accordée à l'individu de manière conditionnelle, soumise constamment à sa responsabilité religieuse. Tel fut l'héritage du siècle passé. Toutes les limitations de cette sorte s'émoussèrent en Occident. Une émancipation complète survint malgré l'héritage moral de siècles chrétiens, avec leurs prodiges de miséricorde et de sacrifice. Les États devinrent sans cesse plus matérialistes. L'Occident a défendu avec succès et même surabondamment les droits de l'homme, mais l'homme a vu complètement s'étioler la conscience de sa responsabilité devant Dieu et la société. Durant ces dernières décennies, cet égoïsme juridique de la philosophie occidentale a été définitivement réalisé et le monde se retrouve dans une cruelle crise spirituelle et dans une impasse politique. Tous les succès techniques, y compris la conquête de l'espace, du progrès tant célébré, n'ont pas réussi à racheter la misère morale dans laquelle est tombé le XXe siècle, que personne n'aurait pu encore soupçonner au XIXe siècle. On est en 2019, il n'y a pas une virgule à changer. Absolument. Alors, si je me permets, parce que j'ai relu pour notre émission, le seul texte que j'ai relu, c'est effectivement ce discours de Harvard. J'ai relu tout à l'heure. Et en le relisant pour la xème fois, tout ce que vous avez dit est très très juste. On est engourdi par le confort, on n'a plus le sens de la vérité, on n'a plus le sens du courage ni de la liberté. On est dans le confort. Moi, je me place du point de vue de l'ennemi de l'époque, qui était le communisme. Solzhenitsyn dit aux Américains, réagissez face aux dangers communistes. Je dois ajouter qu'on a fait dans leur série un article intitulé « Pour en finir avec les discours américains », parce que Solzhenitsyn lui-même reviendra là-dessus en disant finalement « J'ai été trop dur avec les Américains parce que je ne connais pas le système américain ». Il a dit ça après 91, rappelez-vous, son discours est de 78, 13 ans après, l'URSS s'écroule. Et il dit lui-même que des hommes d'État américains ont eu du courage, et cite Ronald Reagan, qui a joué un rôle énorme dans la chute de l'URSS. Moi, je vous disais tout à l'heure, il y a un mot à changer, vous remplacez communisme par islamisme. Parce qu'il n'y a plus d'ennemis communistes. On pourrait aller se balader au Venezuela si vous voulez, ou en Corée du Nord, mais bon, soyons sérieux. L'ennemi aujourd'hui du monde occidental en particulier, c'est l'islamisme. Vous remplacez effectivement communisme par islamisme dans ce discours et dans tous les autres discours américains où ils dénoncent l'URSS, cette danger communiste tentaculaire, des gens qui veulent nous anéantir, etc., et qui nous font croire qu'ils sont gentils, qui veulent la détente avec nous, qui ne sont pas méchants, et que l'anticommunisme, c'est le pire crime, rappelez-vous, Sartre, tout anticommuniste est un chien. Aujourd'hui, on nous parle d'islamophobie, etc. Vous remplacez simplement communisme par islamisme, et effectivement, il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas grand-chose à changer. Alors, Solzhenitsyn retourne en Russie en 94, voilà. Et alors ça paraît, c'est remarquable, il ne vient pas par l'ouest, mais par l'est, en s'arrêtant à Magadan, voilà. Qui était, si je ne me trompe pas, le centre de transit des déportés du Goulag. Voilà, c'est splendide. J'ai eu la chance de rencontrer le journaliste du Figaro Magazine qui a accompagné Solzhenitsyn qui a fait le reportage, 25 jours, pour faire Vladivostok, Moscou en train. Il s'arrête partout, il discute avec tout le monde, il embrasse la terre, il embrasse tout le monde. Il retrouve sa terre. C'est le poisson que vous remettez dans son bocal, quoi. Il frétille de bonheur. C'est magnifique. C'est magnifique. Et effectivement, il ne fait pas un bête vol Francfort-Moscou. Voilà. Et d'ailleurs, une fois qu'il arrive à Moscou, il va s'installer un petit peu dans la maison que sa femme lui a trouvée. Et il va, parce qu'il a encore un peu de force, on est en 1994, il a quand même déjà 76 ans, il va parcourir la Russie pour redécouvrir cette Russie et
découvrir y compris des régions qu'il ne connaît pas, ou retrouver des régions où il est passé, parce qu'il a enquêté sur l'archipel du Goulag. Hein. Il est allé sur les lieux, il a interrogé les paysans, il est allé voir, parce que pour comprendre Lénine et la révolution d'octobre, il a parcouru Léningrad, il était capable de faire un plan de Léningrad, rue par rue. Il connaît tout de Léningrad. Alors, il refuse de dire Léningrad, il ne peut pas dire Saint-Pétersbourg parce que c'est germanique. Alors, donc il appelle ça la ville sur la Neva. Voilà, mais il refusait et Léningrad et Saint-Pétersbourg. Et il a écrit plein de choses sur donc la ville sur la Neva, que nous appelons aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Il voyage jusqu'à ne plus avoir de force, parce qu'il est quand même usé. Donc la fin de sa vie, effectivement, c'est aussi le drame de voir l'état de la Russie laissé par le communisme. Hein, comment réaménager notre Russie, ça se termine. Le communisme s'est effondré. Prenons garde de ne pas périr sous ses décombres. C'est grave. Et puis il voit aussi qu'Eltsine a fait n'importe quoi. Il a bradé les trésors russes, le sol russe. Il est critique avec le nouveau pouvoir russe. Il est d'une violence extrême avec Boris Eltsine. Alors, à partir de 2000, avec Vladimir Poutine, c'est un petit peu plus délicat. Bon, voilà. Quand Eltsine veut lui donner le prix d'État, il refuse. C'est comme si vous refugiez à la Légion d'honneur en disant « je suis indigne de recevoir ça » ou « je ne veux pas recevoir ça » tant qu'il y a des gens qui sont obligés de faire grève pour obtenir leur salaire. Parce que mine de rien, il est très social. Il dit « j'ai passé une grande partie de ma vie à lutter contre la justice sociale » et donc il voit que la Russie a été bradée, c'est la corruption, c'est le désordre, c'est l'anarchie, dû au fait que on a cru naïvement qu'il suffisait d'injecter massivement le libéralisme en Russie après la chute du communisme et que miraculeusement, magiquement, tout irait mieux. Ça a été pire. Donc les années 1991, 90, 2000, les 10 années Eltsine sont des années de désolation absolue pour la Russie qui plonge Solzhenitsyn, j'ose pas dire dans le désespoir, mais dans un sentiment d'amertume assez fort. Et effectivement, il lui faut vraiment l'optimisme de la foi et l'optimisme du patriote pour croire encore en la Russie. Voilà. Avec Eltsine, ils se sont rencontrés plusieurs fois, ils ont échangé. Solzhenitsyn, vous voyez, il a quand même déjà 82 ans. Hein. Il n'est pas dupe d'Eltsine, mais il trouve qu'il y a quand même 2-3 choses intéressantes chez Eltsine. Alors ça lui a été reproché. Poutine, oui, merci. Poutine, voilà. Et le 11 décembre 2018... Parce que j'avais vu qu'on lui reprochait également d'avoir été, pas proche de Poutine, mais de trouver que Poutine avait des positions qui parfois pouvaient être valables. Voilà, imaginez quand même la scène. L'ancien officier supérieur du KGB en train de manger avec un ancien zec. Je fais pas de comparaison, mais vous voyez quand même combien ça a pu choquer à la fois des anciens du KGB et puis des anciens zecs ou des gens qui jugent rapidement. Mais Solzhenitsyn a toujours accepté de rencontrer toutes sortes de gens. Il a refusé, la seule personne à ma connaissance qu'il a refusé de rencontrer, c'est Jean-Paul Sartre. Quand Sartre est venu à Moscou, c'est que c'était un grand sectateur de l'URSS, de Lénine et de Staline, on ne le dit jamais assez, avant de se reconvertir dans l'admiration à l'égard de Fidel Castro et des terroristes de l'OLP et de la fraction armée rouge, la bande Abadère. Il était à Moscou, en fonction du vent, à condition que le vent soit communiste, voilà. Évidemment. Il a demandé à rencontrer Solzhenitsyn et en gros Solzhenitsyn a expliqué que non, là, il ne faut pas exagérer, quoi. La pourriture intellectuelle. On n'est pas de la même trempe, camarade. La pourriture intellectuelle à ce niveau-là. Puis bon, on ne l'a pas assez dit, mais Solzhenitsyn a payé de son corps le droit d'écrire, la liberté d'écrire et la liberté, le courage. Il a failli mourir quand même plusieurs fois. Il a fait la guerre, il a lutté contre le cancer, il a lutté contre le goulag, il a lutté contre le KGB. Il a payé le prix. Hein. Pascal disait « je ne crois que les martyrs qui se font égorger ». Bon, lui, il s'est fait égorger à Morlante, je vous l'accorde, il n'a pas été tué. Heureusement, il nous a livré son œuvre. Hein, mais il a quand même éminemment souffert, il a eu peur pour sa femme, peur pour ses enfants. Hein. Il a 3 enfants en bas âge. Quand il se fait expulser du RSS en février 1974, il ne sait pas si sa femme va pouvoir le rejoindre avec les enfants. C'est loin d'être une vie facile. D'ailleurs, finalement, il a vécu à 3 catastrophes, la Seconde Guerre mondiale, le soviétisme, le cancer. Le cancer, oui. Le cancer, alors, il raconte ça, il faut lire ça. Vous disiez, qu'est-ce qu'il faut lire? Lisez. Alors, l'archipel du Goulag, on l'a dit, mais le pavillon des cancéreux, c'est merveilleux. Et là, moi, j'aime infiniment la fin du pavillon des cancéreux. Kostoglotov sort. Il est guéri miraculeusement. Il attribue sa guérison. On lui donnait 3 semaines à vivre quand il rentre dans le pavillon. Il sort guéri mystérieusement, miraculeusement. Il attribue ça à Dieu et il considère que
chaque jour qui passe maintenant, c'est un don de Dieu, et que Dieu lui a donné finalement la mission de dire, de raconter. Et Kostoglotov sort de l'hôpital et on lui a parlé d'un abricotier en fleurs, et il va respirer l'air, et il va trouver son abricotier, et ça s'appelle le premier jour de la création, le titre du chapitre, c'est l'avant-dernier chapitre, c'est magnifique. Il assiste à une distribution de brochettes à des routiers qui sont là. Il demande s'il peut avoir un petit morceau de viande et il savoure son morceau de viande. Au goulag, il n'y a pas de viande. Et c'est l'extase. Il est devant un abricotier en fleurs, il savoure une brochette, il respire l'air. Il disait, tant qu'on peut encore respirer l'air au pied d'un pommier en fleurs, tout est possible dans la vie. C'est merveilleux. Alors, quelques mots aussi, ça j'aimerais aussi qu'on en parle, sur 2 siècles ensemble, puisque c'est une œuvre assez récente, c'est sorti en 2002-2003, une œuvre qui lui a valu de nombreuses accusations d'antisémitisme. Alors qu'est-ce que c'est que 2 siècles ensemble? Alors, il a entrepris une histoire des relations entre les Juifs et les Russes sur les 2 derniers siècles. Évidemment, c'est lié à l'histoire russe, à la fois les pogroms de la fin du 19e siècle et surtout le fait que beaucoup de dirigeants bolcheviques étaient juifs. Il y a d'autres auteurs qui ont écrit sur cette question de manière plus large, notamment universitaires américains, dont le nom à l'instant m'échappe, mais je pourrais vous leur donner, mais qui présentent l'avantage d'être juifs. Quand les Juifs écrivent sur ces questions, on les entre guillemets, ils peuvent, ils ont le droit, ils sont légitimes, mais ils peuvent dire des choses très importantes. Et, bon. Alors, Solzhenitsyn s'aventure sur un terrain extrêmement délicat, ça c'est sûr. Donc, il a tout de suite été accusé d'être antisémite. Alors, moi, j'ai relevé, parce que je parle de ça quand même, j'ai relevé 2 choses extrêmement intéressantes. Il dit que les Russes et les Juifs devraient reconnaître leur tort réciproque et se demander pardon. Parce que ça, c'est une des grandes idées de Solzhenitsyn sur le repentir comme catégorie dans la vie des nations. C'est le titre d'un essai qui est publié en 1974, qu'il faut lire, c'est absolument génial. Le repentir et le pardon. Et il dit que le drame russe, c'est très souvent, dans la littérature russe dont vous parliez tout à l'heure, le refus du pardon. Demandons-nous pardon. Là, c'est pas très antisémite. Effectivement, il dit il y a des torts des 2 côtés. Voilà. D'ailleurs, il dit dans l'archipel du Goulag que la ligne du bien et du mal ne passe pas entre les partis. Il n'y a pas d'un côté les bons et les méchants. Ça passe à l'intérieur du cœur de tout être humain. Et il dit l'archipel du Goulag, c'est pas une œuvre polémique, c'est pas une œuvre de critique. Moi-même au Goulag, j'ai été un salaud. J'ai connu plein de salauds au Goulag parce qu'à certains moments on est salaud. Puis il dit à certains moments on est du côté du diable, tout près du diable, et à d'autres du côté des saints. Donc il y a quand même cette humilité, ce repentir, ce demande de pardon réciproque. Et la deuxième idée que j'ai retenue, c'est sur le patriotisme. Il dit que le patriotisme idéal, ça devrait être un patriotisme qui mêlerait le patriotisme russe, qui est un patriotisme, on va dire, national, je n'ose pas dire nationaliste, exclusif, chauvin, si, allons-y, et en lien avec l'universalisme du peuple juif. Il parle avant la création de l'État d'Israël. Donc il considère qu'il y a un mystère d'Israël qui est il y a un universalisme du message juif. Et que sur le territoire de la Russie, il conviendrait de prendre ce messianisme juif, enfin, cette ouverture maximale, cet universalisme juif au service de la Russie. Je marquais un temps d'arrêt parce que quand on parle des racines de la France, des racines spirituelles de la France, on évoque souvent les racines chrétiennes, et c'est très juste, les racines catholiques, et c'est infiniment juste. On oublie aussi les racines juives. On oublie d'en parler. Vous voyez, ce qui permet de corriger ce que pourrait avoir de chauvin un patriotisme trop exclusivement consacré à un territoire. Et donc c'est à la fois une critique de ce que pourrait être un patriotisme russe et aussi une critique de ce que pourrait être un universalisme. Mais est-ce que finalement tout, comment dirais-je, quand on parle de racines judéo-chrétiennes vis-à-vis de la France, est-ce que le judaïsme qui est aujourd'hui, c'est compliqué à en parler puisque tout de suite évidemment comme dirait l'autre, la patrouille nous tombe dessus. Est-ce que des individus comme BHL, d'ailleurs je lui passe le bonjour s'il nous écoute, n'ont pas malheureusement abîmé ces racines juives qu'on peut constater, oui, qui ne sont pas majoritaires tout de même, mais qui sont quand même là. Et est-ce que ces auteurs comme par exemple BHL n'ont pas abîmé tout cet héritage-là en faisant des caisses? Oui, parlons de choses sérieuses, ne parlons pas de BHL. Je vous renvoie à un excellent ouvrage de Jean-Marie Popper et bien d'autres sur les mères patries de l'Europe, Rome, Athènes, Jérusalem. Nous avons 3 mères patries, Rome, Athènes, Jérusalem.
J'ai entendu dire que M. Bellamy s'était rendu récemment à Athènes. Je lui souhaite d'aller vite à Jérusalem et à Rome pour nous renvoyer à nos racines. Alors ça, c'est on va dire, le fondement quasi métaphysique d'une histoire européenne et française. Et puis il y a quand même aussi la présence juive historique en France au cours des derniers siècles qu'il convient de ne pas sous-estimer. Je renvoie à l'ouvrage Le choix de Dieu du cardinal Lustiger, juif converti au catholicisme, cardinal archevêque de Paris, qui a écrit des choses remarquables et magnifiques là-dessus. Voilà. Mais c'était juste une petite comparaison pour essayer de nuancer considérablement. Dès qu'on veut disqualifier quelqu'un, on le traite d'antisémite. On ouvre là actuellement peut-être le procès de béatification de Chesterton. Chesterton aurait, dans sa dénonciation de la plutocratie britannique de la fin du XIXe siècle, peut-être insisté sur le fait que certains de ces plutocrates, de ces richissimes britanniques, étaient d'origine juive. Donc, voilà. Bon, nos auditeurs auront compris que malgré une ambiance pesante sur le débat intellectuel en France, lisez 2 siècles ensemble. Voilà, il faut lire, ce sont 2 volumes. Solzhenitsyn n'est pas un historien. Il pense, il raisonne, il essaye de comprendre. C'est pas la rigueur de l'historien, mais c'est très intéressant. Ça donne à réfléchir. Oui, moi-même, je fais une comparaison avec la France que moi, je suis pas russe, donc je suis français. Ça me renvoie, évidemment, à travailler Solzhenitsyn, ça me renvoie en permanence à l'histoire de France. On a parlé de la Vendée tout à l'heure, mais c'est extraordinaire comme toute l'œuvre de Solzhenitsyn nous renvoie à notre propre histoire, à notre propre patriotisme, évidemment. On s'approche de la fin, mais il y a bien évidemment aussi une part de l'œuvre de Solzhenitsyn, enfin pas de l'œuvre, mais en tout cas une part de la pensée de Solzhenitsyn que je trouve très importante, surtout aujourd'hui, étant donné qu'on vit dans un monde de binarité. C'est la critique de l'Ouest et de l'Est, on l'a un peu évoqué, mais donc critique du matérialisme, de la bureaucratie, de la puissance étatique, des ravages de l'argent. Finalement, est-ce que Solzhenitsyn n'est pas un penseur, comme on pourrait dire un penseur de la troisième voie, Alors, troisième voie, j'aime pas trop l'expression, si vous me le permettez. Non, il n'est pas de troisième voie, il surplombe. C'est-à-dire que lui, capitalisme, communiste, c'est pareil, c'est du matérialisme athée. Qu'on soit réduit, nous, à n'être que des producteurs ou des consommateurs, de toute façon, c'est toujours pareil, quoi. Donc lui, il considère que l'homme, il a une dignité, il a une dimension morale et spirituelle, et il dit que la réforme politique de la Russie passe d'abord par une réforme morale, il parle beaucoup de la morale, et une réforme spirituelle. Et il est d'une modernité extraordinaire. Solzhenitsyn, à de nombreuses reprises, je citais tout à l'heure, parle d'autolimitation. Il l'a vécu lui-même, il a restreint ses besoins, ses désirs au goulag. Il pouvait manger tous les jours le même repas, dit sa femme, sauf si vous le faites du japonais, parce que la nourriture japonaise ne lui convenait pas, mais toujours le même repas. Il était indifférent à ce qu'il mangeait, indifférent aux vêtements qu'il portait, il s'habillait, enfin voilà, puis il respectait les gens qu'il avait en face de lui, il s'habillait correctement, mais il n'avait pas de préoccupation matérielle, matérialiste, de richesse. Nous sommes des créatures spirituelles, nous avons une vie de l'esprit, nous avons une vie intérieure, et c'est cela que Solzhenitsyn nous dit. Et donc, il met en garde justement contre l'hyperconsommation. On disait qu'il dénonçait les impérialismes. Il dit les puissances politiques doivent vivre l'autolimitation. L'URSS, quand il s'adresse aux dirigeants soviétiques, il leur demande de renoncer à l'impérialisme soviétique. À la limite, construisez l'URSS au lieu de conquérir le monde. Il dit la même chose aux Américains. C'est très intéressant. Il dit la même chose aux Français. Donc l'autolimitation, l'autorestriction. Et dans son œuvre, il y a plein de personnages comme ça qui vivent dans cette pauvreté volontaire, ascétique. Ça a quelque chose de très, très chrétien. Ça me fait penser à saint François d'Assise, ça me fait penser à toutes sortes de formes de sainteté. Certains Russes et des gens relativement importants évoquent une certaine forme de sainteté chez Solzhenitsyn qu'il a vécu et qu'il a un petit peu théorisé dans certains textes, dans certains discours, notamment plus important que ces discours américains, le discours de Liechtenstein en septembre 1993, où il parle de ça, et évidemment dans le contexte de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, de l'épuisement des ressources naturelles. Il dit qu'on voit la catastrophe si on continue à être des consommateurs, on s'abîme nous-mêmes en n'étant que des consommateurs et des producteurs, on abîme la création, que d'autres appellent la nature, et donc il appelle à une autolimitation qui est celle finalement des moines qui font vœu de pauvreté et qui considèrent que les biens véritables de l'être humain sont les biens culturels, sont les biens spirituels, et les valeurs morales, l'amour, etc. L'amitié, c'est extrêmement important, et ça ne détruit pas la planète. Ça ne détruit pas la planète. La lecture, prier ne détruit pas la planète, lire Solzhenitsyn ne détruit pas la planète. Donc vous l'aurez compris, chers auditeurs, on a affaire quand même à
à des hommes qui ont une trempe, vous voyez, une épaisseur d'hommes qui, je pense, sont un petit peu difficiles à trouver aujourd'hui parce que ce sont des gens qui sont passés par des épreuves terribles et qui ont réussi à en faire une œuvre absolument sublime. Ça sera ma dernière question finalement. Est-ce que Solzhenitsyn n'est pas, j'avais cru entendre cette expression à son propos, n'est pas une sorte de poète spirituel, une espèce de combattant résolu, très spirituel. Ouais. Alors oui, c'est poète, écrivain, guerrier et prophète. Voilà, c'est vraiment sa triple vocation. Il a cette phrase qu'il aurait presque pu prendre dans Baudelaire. Hein. J'ai rêvé d'être soldat, j'ai rêvé d'être prêtre, j'ai rêvé d'être écrivain. Il ne sera pas prêtre, il sera prophète. Mais c'est vraiment prophète un peu d'Ancien Testament contre le régime soviétique. C'est le prophète de l'Ancien Testament qui a d'ailleurs des ennuis. Et puis on parlait tout à l'heure de l'autolimitation, du repentir, du pardon. C'est très très beau ce qu'il écrit. C'est magnifique. Écrivain de génie, il n'y a pas d'autre mot. Puis c'est comme un guerrier. D'ailleurs, le seul reproche que je lui ferais, c'est d'avoir perdu parfois beaucoup de temps dans des polémiques un peu stériles et inutiles. Il le dit lui-même. Hein. Il s'est laissé emporter parce que c'est un combattant. C'est un vrai combattant. C'est un guerrier. C'est un stratège. C'est extraordinaire comment il combat le KGB. Il faut lire, si vous voulez, désopilant son combat contre le KGB, raconté dans Le Chêne et le Veau. Le Chêne, c'est le KGB. Le Veau, c'est lui. Et pour finir, le veau va renverser le chêne. Mais tout seul, contre le système, mais il est astucieux, il est rusé, il est prudent, il est dissimulateur, il frappe au bon moment, et puis il a un humour dévastateur. Il a un humour dévastateur, qui confine parfois d'ailleurs à l'ironie. C'est remarquable. Donc, lisez Solzhenitsyn. Chers auditeurs, oui, c'est ce que j'allais dire. Après tout ça, si vous ne lisez pas Solzhenitsyn, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et pareil, je vais encore apporter un petit mot de conclusion en citant son discours sur le déclin du courage, parce que c'est absolument génial. Quand bien même nous serait épargné d'être détruits par la guerre, notre vie doit changer si elle ne veut pas périr par sa propre faute. Nous ne pouvons nous dispenser de rappeler ce qu'est fondamentalement la vie, la société. Est-ce vrai que l'homme est au-dessus de tout ? N'y a-t-il aucun esprit supérieur au-dessus de lui ? Les activités humaines et sociales peuvent-elles légitimement être réglées par la seule expansion matérielle ? A-t-on le droit de promouvoir cette expansion au détriment de l'intégrité de notre vie spirituelle ? Notre ascension nous mène à une nouvelle étape anthropologique. Nous n'avons pas d'autre choix que de monter toujours plus haut. Donc, écoutez... Sursum corda, comme on dit. Sur ce, haut les cœurs. Monsieur Picard, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir. J'espère que les auditeurs l'auront également apprécié et vont se ruer sur l'œuvre de Solzhenitsyn. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, tout dépend du moment auquel vous nous écoutez. Et comme le disait le menhir, la vie commence toujours demain. Je dois avouer que pendant de longues années, j'ai beaucoup souffert à l'idée que la Russie avait une destinée aussi malheureuse. Pourquoi la Russie s'est-elle trouvée aux mains de bandits qui font d'elle ce qu'ils veulent ? Puis les années ont passé et je vois que le monde entier refait le même chemin. Alors j'ai compris que ce sont ces portes étroites par lesquelles nous devons tous passer. La Russie y est passée la première, mais tous nous aurons à nous glisser par cette porte étroite et terrible. Cela ne veut pas dire que Dieu nous ait abandonnés. Dieu nous a donné la liberté de choisir. Et si l'humanité, une génération après l'autre, une nation après l'autre, un gouvernement après l'autre, accumule des erreurs, ce n'est pas Dieu qui fait des erreurs avec nous, c'est nous qui les faisons. Nous ne voyons pas le but de l'humanité là où il se trouve vraiment. Les hommes, que ce soit les individus ou la conscience historique d'une nation ou d'une société, prennent souvent le confort matériel comme but de notre existence. Mais ce n'est pas le but de notre existence.